Bruno Jouan, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 8 février 2020. Nous sommes ici sur la plage de Ouidah. Nous sommes au Bénin. Oui. Bruno Jouan, vous êtes photographe. Vous êtes de Saint-Nazaire, je crois, à la base. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de Saint-Nazaire, à 31, 32 ans, vient vivre ici, à Ouidah, au Bénin, pendant plus de 30 ans? Voilà. Eh bien, à 32 ans, j'étais encore photographe à Paris. Et je travaillais sur le monde des SDF parisiens. Et j'ai fait à peu près 4 ans dans la rue, à la recherche de ce monde. Et puis, un matin, dans mon café habituel de mon quartier, chez Momo, j'ai rencontré Alain Courtel, qui était un ami de jeunesse, qui revenait du Bénin et qui venait de découvrir au Bénin que les femmes, ici dans le sud Bénin, fabriquaient du sel. Mais elles fabriquaient du sel en brûlant des saumures, en chauffant les saumures. Donc, ce qui a permis à faire disparaître, depuis le début du XXe siècle, presque toute la mangrove dans la lagune de Ouidah. Donc, il s'est dit, avec son épouse, de retour en France, d'essayer de trouver des partenaires pour monter un projet qui permettrait aux femmes de faire le sel avec le vent et le soleil, dans une période comprise entre le mois de décembre et la fin mars, période où souffle l'harmattan, qui est un vent qui vient du désert et qui assèche très vite. Donc c'est comme ça que le sel solaire a pu s'installer ici grâce à la participation des paludiers de Guérande. Et moi, j'ai travaillé sur la communication visuelle de ce projet. C'est comme ça que j'ai découvert le Bénin. Vous avez découvert le Bénin, mais Bruno Jouan, vous êtes aussi de la région nantaise, Oui. Qui est une ville, un port marqué par l'histoire de la mondialisation, de l'esclavage et de la traite. Est-ce que ce marquage-là de cette histoire dans votre ville, région de naissance, a joué un rôle dans votre installation ici? Non, pas vraiment, non. Moi, je suis venu pour le sel, et puis, bon an, mal an, j'ai découvert qu'en fait, il y avait véritablement une empreinte non avouée par rapport à la traite négrière. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et comme j'étais en relation avec Nantes, j'avais beaucoup d'amis à Nantes, j'ai participé à l'élaboration, au tout début. J'ai été parmi les pionniers, disons, de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec Gérard Voisin, Jean-Marc Ayrault, Yvon Chotard. Et c'est comme ça que, d'année en année, j'ai pu m'instruire véritablement sur cette histoire douloureuse qu'a été la traite négrière et l'esclavage. Voilà, Donc dans votre jeunesse, disons nantaise, la question de la mémoire de l'esclavage n'était pas présente. C'était pas prioritaire pour moi. Je savais qu'à Nantes, c'était un port négrier où les armateurs nantais étaient parmi les plus nombreux et les plus importants dans le traitement négrier, mais ça s'arrêtait là. Moi, ma motivation était plutôt dans le social, hein, et c'est pour ça que j'étais dans la rue d'ailleurs, à photographier le monde des SDF. Et c'est en venant m'installer ici que j'ai vraiment commencé à travailler sur ce domaine de la traite négrière et de l'esclavage. Alors, en venant vous installer là, c'est-à-dire il y a 31 ans, presque 31 ans que vous vivez ici à Ouidah, pour vous, c'était une évidence de vous installer plutôt à Ouidah qu'à Cotonou, par exemple? Bah oui, parce que bon, Ouidah, déjà, c'est le lieu qui a été choisi par le projet Pirate, donc projet intégré de recherche et d'amélioration des techniques traditionnelles d'extraction de sel. Le projet Pirate s'est installé à Ouidah, donc c'est pour ça que moi j'ai connu Ouidah dès le début. Et puis, vu l'effervescence et le trafic routier, enfin bon, la ville de Cotonou, encore à cette période-là, dans les années 90, était extrêmement polluée, qui est encore le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai un côté aussi nature qui m'a amené à vivre plutôt à Ouidah qu'à Cotonou. Voilà. Donc Ouidah aussi, comme vous le savez, qui a été marqué au-delà du sel, ça a été marqué par l'histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs.
C'est d'ailleurs une des villes en Afrique où la complexité de ce commerce-là explose avec toutes les complicités locales ici à cette histoire. Comment est-ce que votre installation se fait, notamment en lien avec les croyances qui règnent aujourd'hui dans cette ville et dans cette région? Alors, l'histoire de la traite négrière, ici à Ouidah, est une mémoire qui est, pour la plupart des cas, une mémoire amnésiée, volontairement. Parce que tout dépend de quel côté vous vous situez à cette époque-là. Si vous êtes d'une famille de trafiquants, évidemment, il y a eu énormément de subsides qui ont permis à ces familles de s'agrandir et de prospérer. Et à partir de ce moment-là, la mémoire, elle n'est pas forcément volontaire, et elle est même cachée, amnésiée, volontairement. C'est pour ça que, aujourd'hui, il est très intéressant que des associations et des projets sur la mémoire viennent à Ouidah pour essayer de sensibiliser le monde intellectuel, qui est le principal milieu qui empêche justement le rétablissement d'une mémoire ouverte. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est intéressant de sortir des projets de mémoire d'une façon active et puis réelle. Voilà, alors, Ouidah, Bruno Jouan, est un lieu de mémoire. C'est aussi un lieu touristique. Ayant visité le sentier par lequel les captifs africains marchaient avant de s'engager sur les bateaux qui les amenaient en Europe, on a pu se rendre compte également d'une certaine légèreté finalement. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez l'impression que cette histoire ici a la dimension, disons, tragique, sacrée qu'elle devrait avoir, à la fois au sein des populations locales, mais aussi en lien avec les gens, les touristes qui viennent? Oui, alors il faut remettre le contexte dans l'époque. En fait, Ouidah est né de la traite négrière pour la traite négrière. Mais avant que Ouidah véritablement devienne vraiment un des comptoirs les plus importants d'exportation des Noirs vers les Amériques, il y avait un lieu qui était très fréquenté par les Hollandais et les Anglais. Il faut savoir quand même que les Anglais et les Hollandais ont été les pionniers un peu de ce système-là, parce que les Portugais, effectivement, ils ont découvert le Bénin, mais ils étaient plus dans un rôle d'explorateurs. Ils découvraient et ils venaient éventuellement s'installer après. Ils sont arrivés, ils sont revenus à la traite négrière une fois que déjà Ouidah était déjà devenu un comptoir négrier. Ils sont revenus 90 ans après la découverte de Ouidah. Donc, la traite négrière, elle s'est installée au tout départ par les Français. Les Français ont voulu aller s'installer à Godomé, le lieu vraiment qui a démarré la traite négrière au Bénin, mais les Hollandais et les Anglais étaient là-bas, et donc ils n'ont pas voulu qu'une autre nation vienne s'installer. Donc ils ont été boutés de Godomé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus vers le royaume des Kouédas, donc à Sarré à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui Savi, et ils sont venus discuter avec le roi Oufon, donc un des premiers rois des Kouédas, pour obtenir une concession comme les Portugais avaient obtenu de la part de Oufon. Donc en 1667-68 par là, les Français ont réussi à obtenir une concession qu'on appelle encore aujourd'hui le Fort Français. C'est tout un quartier dans le centre de Ouidah, et là ils ont construit le Fort Français, qui est d'ailleurs le fort le plus important de toute la période esclavagiste et traite négrière à Ouidah, parce que chaque nation après est revenue sur Ouidah, les Anglais comme les Hollandais, toutes ces nations portugaises, hollandaises, françaises, danoises avaient leur fort aussi à Ouidah. Mais le fort français étant le premier à véritablement être construit sur Ouidah, qu'on appelait d'ailleurs Glékoué. Ouidah n'avait pas de nom encore à l'époque, c'était plutôt Glékoué, c'était la maison dans les champs. Voilà, traduction littérale de Glékoué en fond, c'est la maison dans les champs. Donc c'était une ferme, en fait c'était la ferme du roi. Et
C'est comme ça que le métayer de la ferme, qu'on appelait Pâté, un jour, en allant chercher des crabes vers la plage, il a découvert les Portugais, et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait véritablement des habitants ici, alors que il n'y avait personne sur le bord de. Et c'est à partir de ce moment-là que Ouida va jouer un rôle très important. Très important, parce que c'est en ligne droite directement avec Abomey, qui s'est spécialisé dans la capture des captifs pour les acheminer après auprès des Blancs sur Ouida. Voilà, c'est comme ça que Ouida est devenu un des centres d'exportation les plus importants. Bruno Joa, on va en venir à deux dernières questions qui, à mon sens, sont très importantes. La première question, avant d'en venir à la dernière qui portera sur le projet que vous portez aujourd'hui. Bruno Joa, vous ne vous êtes pas seulement limité au sel, à l'esclavage, vous êtes allé plus loin puisque vous avez, aujourd'hui on peut dire que vous avez été initié à une religion qui est souvent caricaturée dans le monde et surtout en Occident, c'est la religion vaudou. Quelle a été votre démarche finalement? Qu'est-ce qui vous a amené vers le vaudou? Jeune français, 31 ans, 32 ans, vous installant ici et allant jusqu'à se faire initier? Alors moi j'aime pas le mot religion pour qualifier le vaudou comme une religion. Je dirais plutôt que c'est une tradition primordiale extrêmement ancienne, très vieille, plus vieille que toutes ces religions monothéistes comme l'islam ou comme le catholicisme. C'est une tradition primordiale qui existe en Afrique un peu sur toute l'étendue de l'Afrique. Le vaudou étant connu aujourd'hui, c'est par rapport à la traite négrière. C'est-à-dire que en exportant les Noirs vers les Amériques, ces Noirs même ont emmené avec eux justement toute leur obédience là-bas dans les Amériques, aussi bien en Haïti que dans le sud des États-Unis, qu'au Brésil, qu'à Cuba ou dans les îles. C'est par le truchement de la traite négrière qu'a pu s'installer le vaudou dans les Amériques. Alors, si vous allez au Brésil, on ne dit pas vaudou, on dit condomblé, qui est une résurgence des orishas dans un pays qui est voisin au Bénin aujourd'hui par rapport aux frontières, le Nigeria. Et le Nigeria, on appelle ça orisha. Mais par exemple, aujourd'hui encore au Brésil, on dit aussi orisha. On qualifie de orisha aussi dans certaines îles des Antilles. Et le vaudou, on le retrouve en Haïti, on le retrouve à New York, on le retrouve au Canada. Le vaudou, là, sous l'appellation vaudou. Le vaudou évoque l'idée du mystère et du divin. Il y a une corrélation entre le vivant et le monde supraterrestre. Donc, c'est une tradition primordiale qui est basée sur les 4 éléments fondamentaux de la vie: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et c'est comme ça que le vaudou a pu être exporté vers les Amériques. Mais votre initiation, est-ce qu'elle s'est faite naturellement? Est-ce que vous avez eu du mal, vous, blancs, français, à intégrer finalement cette tradition, comme vous l'appelez, ici à Ouida? C'est-à-dire que c'est un peu différent. Moi, mon intégration, elle a été faite uniquement par rapport à une observation que j'ai eue de la part des principaux chefs ici à Ouida, dont le chef suprême du vaudou, Dagbo Kounon. En 92, s'annonçait un festival des arts et des cultures vaudou qu'on a appelé Ouida 92. Et à l'époque, le chef suprême du vaudou, Dagbo Kounon Ouna, m'a bien observé. Parce que pendant 3 mois, j'ai eu à faire un 8 jours de la vie du Dagbo Kounon pour le magazine Figaro Magazine. Donc, j'avais un financement pour organiser ce 8 jours de la vie du Dagbo. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire une sensibilisation pour annoncer le festival de Ouida 92, qui a eu lieu en fait en début d'année 1993. Si je me souviens, c'était du 10 au 20 janvier 1993. Et pendant donc les 3 mois de sensibilisation qu'on a eu à faire avec le Dagbo pour le compte du Figaro Magazine, c'est comme ça qu'on s'est beaucoup rapprochés. Il y a eu après une très grande complicité. C'est à mon retour de Paris, donc au courant de mars 93, à mon retour, une fois que j'ai vu le Figaro Magazine, le Dagbo Kounon, un matin, a envoyé un de ses enfants chez moi, ici à Ouida, pour
être convoqué auprès de Dagbo. Et là, je me suis retrouvé au milieu d'une assemblée de chefs, il y en avait une bonne dizaine, et c'est là qu'on m'a donné même mon nom, que je porte aujourd'hui au niveau du vaudou, qu'on appelle Ungé, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde vaudou. On m'a pas forcé, mais on m'a demandé d'intégrer le couvent pour me montrer les fondamentalités même de cette tradition. Et c'est comme ça que j'ai intégré le couvent. Ça n'a pas été très long, hein. J'ai fait une période de 6 mois en réclusion, mais j'étais bien entouré et j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 6 premiers mois. Et puis depuis maintenant plus de 25 ans, eh bien, je rentre dans les couvents, presque tous les couvents de Ouida, mais aussi d'Abomey. Tout le monde me connaît et j'apprends encore quotidiennement quand je suis au couvent. Mon initiation n'a pas été une initiation comme elle l'est habituellement, c'est-à-dire minimum de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Non, moi j'ai eu 6 mois. Mais avec les années, maintenant aujourd'hui, c'est vrai que... Bruno Jouan, vous avez été donc parisien, nantais, photographe, et puis aujourd'hui Ungé, mais vous continuez aussi à vouloir interroger, partager cette mémoire de l'esclavage qui marque ce territoire, puisque vous portez un projet qui me semble assez important de réconciliation finalement. Vous pouvez nous en parler assez brièvement? Moi j'aimerais absolument qu'on organise ici à Ouida, à partir d'un comptoir extrêmement important dans l'exportation des Africains vers les Amériques, d'organiser un pardon officiel des nations, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et les Amériques, sur un pardon officiel. Et ce pardon officiel sera fait sous l'appellation de Sintutu. Sintutu, en langue fon, c'est cracher le pardon. On prend de l'eau et on recrache en exprimant un pardon profond. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais initier avec le gouvernement béninois, d'organiser sur la plage de Ouida une grande cérémonie qui va permettre au pape, puisque bon, l'Église a été l'instigateur premier de ce système transatlantique, et j'aimerais que le pape crache dans ce crachoir qui sera installé sur le bord de la plage de Ouida avec le roi d'Abomey, mais aussi le président Macron, par exemple, le président Trump, s'il est là. Enfin bon, tous les responsables, les principales autorités des pays qui sont concernés par ce système. Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi l'Afrique, il y a aussi ces royaumes, ces empires qui ont été participants à ce système de commerce négrier. Donc, pour moi, je pense que c'est important, déjà d'un point de vue mystique, de demander un pardon officiel des nations au niveau des victimes de ce système-là. Mais vous savez qu'en France, on va vous dire la repentance, ça va, c'est aussi une thématique qui est très importante politiquement. On risque de vous rétorquer ça, que c'est de la repentance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Justement, ça va engager un débat. Ouais. Moi, ce que je demande, c'est que justement, aujourd'hui, à partir de Ouida, les Africains s'impliquent plus dans leur histoire, mais que l'histoire soit véritablement racontée dans la vérité. Parce que pour moi, c'est la vérité qui permet d'avancer et de libérer tous les affres qu'il y a derrière cette vérité. Merci beaucoup Bruno Jouan, merci. Je vous en prie.